Donc bonjour, moi je m'appelle Thomas Ray. Donc moi je suis chez Lasea depuis 14 ans. Donc quand je suis arrivé chez Lasea, on était une petite entreprise, une vingtaine de personnes. Maintenant on est près de 200, on est présent dans plusieurs pays. Je suis actuellement responsable de la gamme produits machines, que ce soit au niveau des machines et des logiciels. Et donc j'interviendrai ici d'un point de vue purement technique pour accompagner mon collègue Jean-Christophe. Donc moi je suis aussi ingénieur industriel, mais plus d'un point de vue développement logiciel. Et pour la petite information, je suis aussi diplômé en zytologie. Donc la zytologie, c'est un peu comme l'œnologie, mais pour la bière, parce que autant en Suisse, on va pas parler du chocolat suisse et du chocolat belge, bien évidemment, mais au niveau des bières, on a des très bonnes bières belges. Et pour ceux qui sont venus nous voir sur le stand à l'EPAJ l'année passée, il y avait une petite dégustation, très certainement aussi cette année, donc n'hésitez pas à passer. Merci Thomas. Et bonjour, donc Thibaut Deson. Alors moi, je fais pas partie de l'ASEA, je travaille pour Vulcam, qui est une entreprise grenobloise qui est spécialisée dans la réalisation de composants en alliage métallique amorphe. Et j'ai gentiment été invité pour pouvoir faire notamment un retour client, car aujourd'hui, Vulcam s'est équipé d'une machine LASEA. Notamment pour travailler nos alliages, donc on y reviendra plus en avant ensuite. Donc voilà, moi je suis responsable commercial chez Vulcam et je suis chez Vulcam depuis à peu près 1 an. Voilà, merci Thibaut, merci Thomas. Donc, on va commencer la présentation proprement dite par une petite présentation de la société. Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que fait l'ASEA et comment on est organisé. Donc, ici, Thomas et moi, on est basé à Liège. Donc, à Liège, c'est là que tout a commencé dans le groupe l'ASEA, même si d'autres entités du groupe ont commencé avant. Mais en tout cas, l'ASEA, ça a commencé à Liège. C'est ici, donc, il y a la maison mère. Donc, vous voyez, c'est la photo au-dessus à gauche. Donc, on est environ 70-75 personnes ici sur le site de Liège. Et c'est ici qu'on fait la fabrication de certaines machines de notre gamme. Et dans le groupe, parce que l'ASEA est un groupe donc de plusieurs sociétés, vous voyez ici tout ce qui est entouré en rouge, c'est les business units. Donc, c'est-à-dire que c'est là qu'on fabrique soit des machines, soit des produits, contrairement à ceux qui sont juste en gris, où on fait plutôt de la vente, du service après-vente et de l'administratif. Donc, maison mère à Liège. Marnay, évidemment, c'est Laser Cheval. Donc, Laser Cheval a été intégré au groupe Lasea. Maintenant, ça fait presque 3 ans et demi, 4 ans, plus ou moins. Et donc, on était concurrents au début. Et puis maintenant, on fait partie du même groupe, justement, parce qu'il y avait des synergies entre Laser Cheval et Lasea. Donc, maintenant, ils font partie du groupe avec une quarantaine de personnes basées à Marnay, à côté de Besançon. Il y a aussi la business unit Optech, donc qui est aussi une société qui fabrique des machines de micro-usinage laser, qui existe depuis environ une trentaine d'années, plus ou moins comme l'ASEA, là où Laser Cheval est un peu plus vieux. Et eux, ils sont surtout spécialisés dans des machines avec un autre type de laser, c'est des machines type Excimer pour usiner des polymères. Et ils sont aussi dans le groupe responsable pour tout ce qui est développement de machines spéciales, donc qui sortent un peu du cadre des produits. Et Thomas aussi pourra vous parler des produits plus loin. Ensuite, on a Bordeaux, donc ça c'est l'Asia France. Et là, on développe tous les modules optiques qui se retrouvent ensuite dans les machines. Donc là, à Bordeaux, il y a des grosses connaissances en laser, en optique, donc qui étaient importantes pour nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir une business unit à Bordeaux. Ensuite, il y a la Californie à San Diego par rapport à ce que représente le marché américain. Et évidemment, ce qui vous concerne en premier, c'est notre filiale suisse qui est située à Bienne, avec l'idée d'être proche de nos clients et d'être justement à Bienne par rapport à la frontière linguistique entre le côté francophone et le côté germanophone. Donc voilà. Donc ça, c'est la présentation de la société. Au niveau des process laser qu'on peut couvrir avec nos machines, vous avez un petit panel ici. Donc ça concerne le marquage, le gravage, la texturation, l'enlèvement de couches minces, la décoration. Donc ça, c'est typique de l'horlogerie, évidemment. Le décollage, le dénudage de fils. Bon, ça, c'est pas dans l'horlogerie, évidemment, c'est d'autres marchés. Soudage, décolletage, usinage double tête, anglage, découpe, perçage et taillage. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire en gros avec les machines Nasea. Donc dans la présentation, plus loin, c'est Thomas qui va vous présenter ça. Vous verrez qu'on va parler plusieurs fois de OneOP. Donc OneOP, ce qu'on appelle le OneOP, c'est le petit logo noir qui est apparu. Ça veut dire une opération. Donc ça veut dire qu'on rentre de la matière brute dans la machine et on en sort une pièce finie, tout ça en une opération. Donc les petits pictos où le OneOP est apparu, ça veut dire que ça, toutes ces applications-là sont réalisables avec
une seule et même machine qu'on appelle la LS4P, qu'on va aussi développer plus loin dans la présentation. Mais tout ça se fait en une seule opération. Donc, ça veut simplement dire que si on veut faire du décolletage ou du soudage, ben ça, c'est un autre type de source laser, donc c'est une autre machine. Mais en gros, tout ce qui est avec le petit logo, ça se fait en une seule et même opération. Donc, je ne sais pas si tout le monde est spécialiste laser, certainement que non. Il y en a, bien sûr. C'est pour ça qu'on commence par un petit rappel en fait du principe de fonctionnement du laser, en tout cas des lasers qu'on utilise dans nos machines, parce qu'il existe plein de sortes de lasers différents. Mais ceux qu'on utilise, c'est principalement des lasers pulsés. Donc, vous voyez ici, c'est représenté. Le faisceau laser n'est pas un faisceau continu qui arrive sur la pièce, c'est toute une série d'impulsions, des trains d'impulsions, et la durée de ces impulsions, elles sont mesurées soit en nanosecondes, en picosecondes ou en femtosecondes. Donc, vous voyez l'échelle, donc de 10-9 à 10-15 secondes. Et on travaille principalement pour l'horlogerie et le luxe de manière générale avec des lasers femtosecondes, donc 10-15 secondes. Donc, sur les petites animations à droite, vous voyez en fait l'avantage, c'est que les impulsions sont tellement courtes que la chaleur, en gros, n'a pas le temps de se diffuser dans le matériau et ça permet de ne pas échauffer le matériau. Donc, il y a tellement d'énergie aussi dans ces impulsions qu'on arrive à sublimer la matière. Donc, elle passe de l'état solide à l'état gazeux et ça permet d'obtenir des usinages qui sont vraiment de très haute qualité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de bavure, qu'il n'y a pas de reprise à faire directement pour enlever une bavure avec un femtoseconde, contrairement à un laser nanoseconde. Donc, pour illustrer ça, voilà quelques images en fait où on compare une rainure qui est réalisée sur une pièce ou un perçage en nanosecondes, picosecondes ou femtosecondes. C'est un petit peu exagéré. Je pense qu'on peut quand même obtenir de meilleure qualité avec le nano et éventuellement le pico. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera jamais à la qualité femtoseconde avec le nano ou le pico. Et là, vous voyez, il n'y a aucune bavure et c'est un usinage propre et athermique directement. Donc, quelques notions au niveau des paramètres laser sur lesquels on peut jouer. Donc, il y a la durée de pulse. Donc ça, en gros, c'est fixé au moment où on achète le laser. Donc, c'est le fabricant de source laser qui définit la durée de pulse. On peut partir d'un laser femtoseconde et aussi maintenant, c'est relativement récent, le passer en mode nanoseconde quand c'est nécessaire, là où il fallait 2 lasers auparavant. Mais la durée de pulse principale, c'est le femtoseconde dans ce type de laser. Après, on peut jouer, grâce au software de la machine, sur l'énergie par pulse qui est utilisée, le diamètre du spot, donc ça veut dire le diamètre de l'outil sur la pièce. Donc ça, c'est tous des paramètres qu'on peut influencer. La fréquence, donc c'est-à-dire le nombre de pulses qu'on envoie par seconde, et la vitesse du scanner. Donc c'est un scanner en fait qui va déplacer le faisceau laser à la surface de la pièce pour réaliser l'usinage. Et on peut évidemment jouer sur la vitesse. Donc, comment ça fonctionne? On envoie des pulses à une certaine fréquence. Combiné à la vitesse du scanner, il y a un certain espacement entre ces pulses. Donc, la première ligne, on se doute bien que la qualité sur la pièce ne sera pas acceptable. Et ce qu'on fait, on combine la bonne fréquence avec la bonne vitesse de scanner pour qu'il y ait un recouvrement. Donc, on fait ça permet de faire une ligne ou une rainure sur une pièce. Et ce qu'on fait quand on veut creuser la matière, on fait ça sur une certaine surface et on reproduit ça plusieurs fois jusqu'au moment où on atteint la bonne profondeur d'usinage sur la pièce. Donc, il y a une notion de pitch qui est l'espacement entre les pulses ou entre les lignes. Et ça permet de définir, par exemple, l'état de surface qu'on veut obtenir en fond de gravure, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les paramètres principaux. Donc, je vous ai parlé de tête scanner. Une tête scanner, c'est relativement simple. C'est des petits moteurs électriques sur lesquels il y a des miroirs et la machine va commander le mouvement de ces moteurs électriques, donc le mouvement des miroirs et orienter le faisceau à la surface de la pièce. Donc ça veut dire que la pièce est fixe, elle ne bouge pas et c'est le faisceau laser qui bouge. Donc ça permet d'obtenir une grande dynamique parce que ces petits miroirs sont très légers et aussi une grande précision grâce à ce système qui est vraiment ultra précis et qui n'embarque pas de poids. Donc, une des limitations du laser, c'est le fait qu'avec une machine classique, on va obtenir une conicité. Donc, si on fait un usinage, que ce soit une gravure, un perçage, une découpe, il va toujours y avoir une conicité. Et ça, c'est valable pour tous les lasers qui sont utilisés.
Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ce n'est pas l'idée ici sur la conicité, mais dans certains cas, la conicité n'est pas problématique pour la plupart des pièces d'habillage, par exemple, mais pour des pièces fonctionnelles qui sont découpées, la conicité, évidemment, n'est pas acceptée. Et donc là, il y a tout un travail qui est réalisé et c'est l'idée de la présentation, la suite de la présentation, de vous montrer comment on s'affranchit de cette conicité. Donc aujourd'hui, dans l'usinage de pièces de mouvement principalement, hein, c'est le thème aujourd'hui, il y a plusieurs opérations. Donc si je ne parle pas du laser, historiquement, l'horlogerie a utilisé des machines d'électroérosion par fil, du fraisage haute vitesse, de l'étampage progressif, du taillage, la décoration, le bavurage, nettoyage, polissage, recuit. Donc c'est vraiment différentes opérations qui se retrouvent dans la fabrication de pièces de mouvement. Et avec notre machine et notre OneOP, le process OneOP, on ne peut pas remplacer tout, mais on remplace en tout cas ces opérations de base qui étaient faites par plusieurs machines et qui aujourd'hui peuvent se faire en une seule opération qu'on appelle donc le OneOP. Donc, pour terminer la première partie sur le laser, je rappelle juste ici quelques avantages de la techno. Le premier, bah, c'est qu'il n'y a pas de contact mécanique. Et donc, bah, bien sûr, dans l'usinage de pièces horlogères qui sont souvent très petites, très fines, le fait de ne pas avoir de contact mécanique, bah, c'est un avantage. Il n'y a pas de limitation au niveau de la dureté du matériau. Donc, on peut usiner très bien de la céramique, du diamant, du carbure de tungstène, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vraiment pas une limite. On n'a pas besoin d'avoir un matériau qui est conducteur de l'électricité. On peut, avec un femto et les bons paramètres, on peut résiner du bois. On n'a pas besoin de pièces d'usure. Il y a juste au niveau de la source laser, les diodes laser qu'il faut remplacer tous les X milliers d'or, mais c'est un grand nombre d'or, et les filtres de l'aspirateur. Donc en gros, voilà, ça, c'est les seules pièces d'usure ou consommables qu'il y a. Il n'y a pas d'usure d'outil à gérer parce que c'est de la lumière et donc l'outil il a toujours le même diamètre. Il n'y a pas d'outil spécifique à prévoir pour un nouveau design de pièces. On fait un usinage à sec, il n'y a pas de liquide de refroidissement liquide de coupe. Comme je l'ai dit, le diamètre d'outil est très petit. On peut faire du one-op, donc les différentes opérations sans bouger la pièce et sans la manipuler. Ça permet d'avoir un time to market très court, donc par rapport à d'autres technologies où on va devoir prévoir des outils complexes. Le laser, on amène un fichier DXF et on peut usiner une autre pièce rapidement. On peut réaliser de nouveaux types de décorations qui n'étaient pas faisables par le traditionnel. On peut enlever des couches minces. Donc, une couche mince, c'est par exemple une couche de 1 micron, ou voire même quelques centaines de nanomètres. On peut enlever du rhodium sur de l'or, par exemple. Ça fonctionne très bien. Et c'est une technologie propre et respectueuse de l'environnement, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas d'acide ou il n'y a pas de consommables, comme je l'ai dit. Après, quand je vous dis ça, bah, le laser, ça a l'air parfait, mais il peut aussi y avoir certaines limitations, notamment sur les épaisseurs de découpe. Donc, en général, on parle d'une épaisseur aux alentours de 1 millimètre. On pourrait découper plus, on le fait, mais ça commence à prendre du temps et ce n'est pas là où le laser va être le plus efficace. Donc, en général, sur les pièces de mouvement, on se situe entre 150 et 500 microns, et c'est là vraiment où on a développé notre technologie OneOP. L'horlogerie est parfois attachée, notamment au niveau de la décoration, au traditionnel, et le laser n'est pas toujours bien vu, même si, je pense, dans certaines manufactures, c'est en train de vraiment arriver, le fait de pouvoir décorer des pièces au laser avec les avantages que ça amène. Et une autre limitation, c'est l'usinage du beryllium, donc du QB. Ça fonctionne très bien techniquement, mais le beryllium est toxique, et en tout cas, chez nous, on s'est mis la règle de ne pas usiner de QB pour protéger nos opérateurs. Donc ça, en gros, c'est les limitations qu'il faut souligner pour la techno laser. Donc, la partie OneOP, je l'ai introduite sur ce qu'elle amène et ce qu'elle permet de faire, et je vais passer la parole à mon collègue Thomas qui va vous l'expliquer un peu plus en détail au niveau technique. Donc merci Jean-Christophe. Et donc oui, comme tu l'expliquais, je vais rentrer un peu plus dans le détail du OneOP. Donc comme Jean-Christophe l'a indiqué au départ, le OneOP, c'est pouvoir réaliser en une seule opération, en un seul passage, toutes des étapes sur une pièce pour partir d'un brut et produire une pièce finie. Donc au niveau de cette pièce-là, pour illustrer, donc voilà un exemple de pièce. Donc c'est une pièce qui ressemble à une pièce qui peut être présente dans une montre. Elle est juste été un peu différente de façon à ne pas avoir des problématiques au niveau de la confidentialité. Et on a voulu ajouter sur cette pièce tous les différents éléments qu'on peut faire avec notre technologie laser. Donc je vais les détailler maintenant.
Donc, heu petit problème technique. Pardon. Voilà. Donc, le premier élément, c'est qu'on va faire des perçages, à 0 degré. Donc comme l'a indiqué, Jean-Christophe, si on utilise un laser, on va avoir des problèmes de conicité et donc on est à même, dans la machine, de faire un perçage à 0 degré sur des trous centraux. On est aussi à même de faire une découpe de la totalité de la pièce à 0 degré, que ce soit le taillage des dents ou que ce soit la totalité du contour de la pièce. Donc pour faire ça, en fait, on s'appuie sur, les différents éléments hardware qui sont présents dans notre machine. Donc le laser Fentos Bond, comme il a été introduit par mon collègue Jean-Christophe, mais surtout un module clé dans notre machine qui est un module qui est développé, par notre filiale bordelaise qui s'appelle le LS Precess. Donc ce module, en fait, il est capable de donner un mouvement de précession, au faisceau et donc on va avoir le faisceau qui va tourner sur lui-même à très haute vitesse, ce qui va permettre de faire une cavité à flanc droit et donc grâce à ça, on est capable à ce moment-là de faire des perçages à 0 degré ou les découpes à 0 degré, alors que normalement avec une machine standard, on est, limité là-dessus. Ce qui est aussi intéressant avec, ce module, c'est que, on est capable de le bypasser, on va voir comment et donc on est capable de faire de la gravure. Donc typiquement, on voit que sur, la lame ressort, on a eu un abaissement de matière. On est aussi capable de faire des anglages et notamment, certains reconnaîtront, de la partie les angles rentrants au niveau, de l'anglage qui est près des dents. On est capable de faire de la gravure et de la texturation en étant uniquement dans des poches. Donc là, on n'a pas une nécessité d'aller masquer certains endroits pour aller, appliquer une texture dans le fond des poches. Et enfin, on est capable de faire une décoration. Donc ici, dans le cadre de la décoration, on est parti sur une décoration de type cerclage. Mais avec le laser, on peut faire énormément de types de décorations, que ce soit du colimaçonnage, du perlage, des côtes de Genève, des clous de Paris ou autres. On pourrait imaginer de faire tout ça. Et donc l'idée, c'est que vous voyez les différents éléments hardware de la machine qui sont présents, que j'ai présentés précédemment. Donc vous avez ici le faisceau laser qui était en précession, donc on le voit avec cette forme de donut juste après le LS Precess et grâce au module LS Precess, on est capable de le bypasser et en le bypassant, on récupère un faisceau classique. Donc on le voit ici et donc finalement, là où il fallait 2 machines pour réaliser cette pièce par le passé au niveau laser, donc une machine pour faire toute la partie découpe sans conicité et une autre machine pour faire la partie, gravage, et décoration. Bah, ici, en un seul passage, on est capable de réaliser la totalité de la pièce en une fois. Donc cette pièce, elle est disponible, et si ça vous intéresse, on le verra plus tard, on peut, venir chez vous pour vous la montrer. Donc c'est une pièce qui est faite en Durnico de 200 microns d'épaisseur. Je vais donner maintenant, quelques photos d'exemples de pièces. Donc ici, c'est des vraies pièces de montre, donc on a l'accord du client pour les montrer, à des fins commerciales. Donc ici, on a un pont de quantième en Durnico, donc qui a été, découpé et percé à flanc droit et on a aussi un anglage. Donc au niveau de cette pièce, elle a été sortie machine, il y a eu une, bas ultrason juste après et une tribofinition derrière, ce qui donne cet aspect bien brillant. Je vais passer à la photo suivante, ce qui vous permettra de mieux voir la qualité des flancs. Donc ici, on a une commande de rattrapante en Durnico. Donc là, vous pouvez voir la qualité des flancs, qui a été découpée. On ne voit pas les anglages, là-dessus. Enfin, les 2 vignes, ils sont légèrement derrière. Une autre pièce sur, aussi toujours le pont de Cantième et donc là, on voit un abaissement de matière, donc une gravure. Donc on est capable de réaliser toute cette pièce en un seul passage. Ici, c'est une autre pièce marketing. Donc, l'intérêt de cette pièce, c'est de montrer qu'on est capable de faire ça aussi sur d'autres types de matières. Donc là, vous avez un exemple, d'une pièce de mouvement, qui reprend un certain nombre de complexités, que ce soit une lame, des perçages, des taillages de dents, des anglages et donc là, on est sur du laiton et enfin, grâce au laser, on est aussi capable, de faire de l'usinage au niveau des alliages, amorphes. Certains connaissent mieux ça sous le nom de verre métallique. Thibaut de chez Vulcam va les détailler juste après. Donc ici, vous pouvez voir un sautoir de 200 microns, d'épaisseur avec des bras qui ont, une épaisseur de 40 microns et une longueur de 5,32 millimètres et vous pouvez voir la flexibilité qu'on est capable d'atteindre avec ça. Donc, Thibaut va vous expliquer pourquoi le laser et notre technologie, elle est vraiment importante pour ce type de matériaux et ce qu'elle permet de faire. Donc voilà, Thibaut, si tu veux, le micro est à toi. Alors, Thibaut, où est-il? Ah.
Ah, il arrive. Il était juste sorti. Ah, Voilà. Bonjour, excusez-moi, vous m'entendez bien? tu arrives juste au bon moment. Voilà, non, mais j'ai eu mon micro qui s'est coupé et qui voulait pas revenir. Donc parfait, j'arrive au bon moment. Donc vous venez de voir le sautoir. Donc un sautoir qui est effectivement en Vulcaloid, donc un de nos alliages amorphes. Donc pour vous présenter Vulcam, on est une société grenobloise. On est spécialisé dans la fabrication de micro-composants avec une expertise des alliages amorphes. Donc, c'est une entreprise qui est basée sur 30 ans d'expertise d'un laboratoire grenoblois dans cette discipline. On est aujourd'hui en pleine phase d'industrialisation avec une usine qui va être mise en service l'an prochain. Et notre objectif à Vulcam, c'est vraiment de démocratiser, de standardiser amorphe et de pouvoir offrir à toute l'industrie de la microtechnique l'occasion d'utiliser ces alliages pour améliorer ses produits et leur donner plus de durabilité. Nos alliages, donc nous les appelons les vulcaloïdes, et ces vulcaloïdes, ils vont se différencier des alliages conventionnels par leur structure atomique. Sur un alliage conventionnel, vous allez avoir une structure qui va être organisée généralement au réseau cristallin. Notre savoir-faire, ça va justement être de détruire cette organisation et de pouvoir mettre en forme la pièce en figeant une structure atomique qui sera complètement désorganisée. Et lorsqu'on fait ça, on va amener à la pièce des propriétés mécaniques et physiques qui vont être complètement inédites. Donc, vous en avez ici quelques-unes qui sont mentionnées, donc notamment une dureté élevée, entre 500 et 800 HV, une tenue à la corrosion qui est supérieure à l'acier inoxydable et qui est naturelle à la matière, vu qu'on n'a pas d'organisation, on n'a pas de grains, on n'a pas de joints de grains, donc toutes ces zones où viennent proliférer un peu les défauts et derrière se répandre dans la matière. Donc il n'y en a pas dans les matières vulcaloïdes. On va avoir également des gains au niveau de tout ce qui est frottement, avec des coefficients de frottement réduits et une usure aussi qui est moindre en fonction des interfaces qu'on va mettre en face. Et ce qui est intéressant, notamment dans le mouvement horloger, on a une matière qui est complètement amagnétique et on a également une grande qualité de surface. C'est l'ensemble de ces propriétés ont fait de l'horlogerie notre secteur numéro un. Et je vais vous montrer sur la slide suivante un petit peu les propriétés qu'on vient chercher dans nos alliages par rapport aux différentes disciplines de l'horlogerie, donc notamment tout ce qui est habillage et tout ce qui est mouvement. Donc dans l'habillage horloger, ce qui va être intéressé et qui va intéresser notamment nos clients, ça va être tout ce qui est qualité de surface. Vous avez une matière qui est extrêmement homogène, donc il y a une capacité à être polie et à donner des rendus sur des états de surface qui sont exceptionnels. Vous avez une matière qui est très dure, donc entre 500 et 800 HV, qui va permettre une résistance au choc et une résistance à la rayure, surtout à la micro-rayure, qui va permettre de garder vraiment le côté éclatant, étincelant de la matière. Vous avez aussi une bonne résistance au choc et une résistance à la corrosion. Ça, c'est pour tout ce qui est aspect de mise à profit dans l'habillage horloger. Lorsqu'on va parler du mouvement horloger, on va bientôt bien sûr mettre en avant l'amagnétisme de la matière, mais aussi ses performances mécaniques. Ça va être particulièrement utilisé dans tout ce qui va être pièces à déformation élastique, comme les clips ou les ressorts. Vous avez un alliage qui va avoir en moyenne un coefficient d'élasticité autour de 2% et des modules élastiques qui sont extrêmement élevés. Et vous allez aussi avoir des avantages lors des transmissions mécaniques, donc surtout ce qui va être pièces de frottement, pour le coefficient de frottement et l'usure des pièces. Donc ça, c'est vraiment les propriétés matières. Maintenant, la façon dont on a fonctionné à Vulcam pour vous permettre l'adoption de ces alliages, mais avant l'adoption, déjà de tester si ça convient pour vos utilisations. On a des préformes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les alliages amorphes, c'est des alliages qui se mettent en forme par injection. Donc, on est sur un processus qui est proche du moulage, qui est un moulage de haute précision. Mais pour éviter donc à nos clients qui veulent commencer à tester, d'avoir tout de suite à investir dans un outillage d'injection, on a développé nos propres outillages génériques pour pouvoir proposer des préformes qu'on a en stock, qui sont en catalogue et sur lesquelles on va pouvoir, réaliser des pièces fonctionnelles, vos pièces fonctionnelles, par usinage pour que vous puissiez les tester en conditions fonctionnelles et valider que l'alliage amène bien un différentiel technique qui est attendu.
Donc c'est notamment là-dessus, on en reparlera à la fin, où on a fait appel à l'ASEA, parce que par rapport à nos alliages et à leur grande élasticité, à leur grande dureté, on avait quelques contraintes sur l'usinage et notamment, on a particulièrement mis à profit, le process athermique de la découpe par laser, donc j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc sur cette première opération, on va faire usiner des préformes. Ça va vous permettre de tester, de valider l'alliage, de voir s'il correspond bien à vos attentes. Et si derrière vous voulez passer, sur, de la cadence et de la production de masse, et ben à ce moment-là, on va introduire le moulage pour pouvoir sortir des pièces au plus proche des codes de la pièce finale et pour avoir un prix vraiment compétitif et avoir, une, ligne de production qui est vraiment robuste. Globalement, c'est vraiment une propriété de l'alliage et au niveau de sa rhéologie qui nous permet d'avoir, des injections avec, des précisions qui vont être de plus ou moins 10 microns et une très grande robustesse, sur le process. Et je reviendrai vers vous par la suite pour vous parler un peu de l'expérience client qu'on a eue avec l'ASEA et notamment les raisons pour lesquelles on a fait appel à eux, notamment pour toute cette partie, d'usinage. Merci Thibaut. Donc, Thomas va reprendre, la main pour la suite. Ah oui, c'est ça. Donc, bah, ici, on l'a vu, au niveau de la technologie laser, c'est une technologie, qui est assez nouvelle et une technologie, qui est important de bien montrer, son intérêt au niveau des manufactures horlogères. Et donc on a entrepris, avec Jean-Christophe, une étude de, quels sont les moyens traditionnels pour réaliser, des pièces. Donc on s'est, basé sur une roue, donc typiquement une roue, telle, qu'on peut l'avoir ici. Et donc, on est allé, voir différentes manufactures horlogères et des sous-traitants en se posant la question, bah, comment ces roues sont réalisées pour le moment? Parce que bien évidemment, le laser permet, d'améliorer, la productivité, il permet de réduire les problématiques de temps de passage et autres. Par contre, les roues, elles étaient déjà produites. Donc, bah, personnellement, moi, je pensais qu'il y avait une seule méthode qui permettait de produire des roues et donc, on est allé en Suisse, on a discuté avec les manufactures et on s'est rendu compte que pas du tout, il y a beaucoup plus de méthodes différentes, il y en a presque une par manufacture. Et donc on a réalisé, une étude dont on peut, venir chez vous et on peut, discuter avec vous au niveau, des résultats de cette étude. Et donc on a, finalement une étude qui montre qu'il y a plusieurs scénarios pour réaliser, c'est de la production de ces roues. Donc typiquement ici, j'ai pris, 2 exemples de scénarios. Donc le premier scénario, c'est un scénario qui est à la recherche de la haute productivité et donc, ben, typiquement, on utilise une étampe, on va avoir une machine de taillage dedans et ce genre de choses. Donc ce scénario, il est très bien pour faire de la productivité, mais un peu comme, Thibaut l'expliquait, pour les verres métalliques. Bah, l'étampe, c'est une préforme qu'il faut réaliser, ça a un coût, ça a un certain délai et ça n'a pas du tout de flexibilité. Donc là, on est vraiment sur de la très haute productivité. Donc ce qu'on a développé, c'est que, on a, une étude et donc on peut, calculer avec vous, avec vos données. Donc ici, dans le petit tableau en gris, on peut modifier l'étude et on peut voir les différents résultats. Typiquement, en entrant le nombre de pièces que vous avez dans un ordre de fabrication, le nombre d'heures par jour que les machines fonctionnent, les durées d'amortissement des différents éléments, pour finalement arriver à calculer un coût à la pièce qui est avec le moyen de production traditionnel et de le comparer au coût à la pièce avec le laser. Donc ça, c'est un exemple de scénario, mais je vais prendre directement un autre exemple de scénario qui lui, est un scénario qui est plus à la recherche de la flexibilité. Donc ici, on va passer par, des étapes de fraisage ou de vitesse, on va passer par des machines de découpe-fil, donc on va passer 2 fois dans la machine de découpe-fil, on va passer dans le taillage de dents, la décoration et cetera. Et donc, on est aussi capable de comparer ces différents scénarios. Mais comme je l'ai indiqué, on s'est rendu compte que finalement, au niveau des manufactures, tous les scénarios étaient finalement différents. Et donc, on a même la possibilité, via un petit utilitaire logiciel qu'on a développé en interne, de développer un scénario custom qui colle vraiment à 100% avec votre moyen de production. Et donc, finalement, de calculer un coût à la pièce en francs suisses et de le comparer au coût à la pièce au niveau du laser. Donc, ce que le laser va apporter, on le voit dans l'image en dessous, c'est que finalement, les différentes étapes de nettoyage, les différentes étapes manuelles, les différentes étapes de stockage entre les différents composants, bah, tout ça, il est, supprimé. Donc vous rentrez une pièce du brut dans la machine et vous sortez une pièce qui est totalement finie, qui peut être découpée, percée, taillée, anglée, décorée avec une texture, gravée, et cetera. Et donc là, on peut tout faire en une fois.
Donc, j'ajouterais si vous avez, des besoins de calcul de ROI, par rapport à des investissements, n'hésitez pas à faire appel à nous et on peut venir, encoder votre propre scénario, comme Thomas l'a dit, dans le petit système et ça vous sortira une comparaison laser et usinage traditionnel. Mais Jean-Christophe a présenté, précédemment l'ASEA et qui on était et ce qu'on faisait. Je vais un peu entrer un tout petit peu plus en détail au niveau des machines. Ça permet de vous donner un peu une idée des différentes machines, qu'on réalise, chez nous, chez l'ASEA. Donc ici, au niveau de la gamme machine, on a une machine, phare qui s'appelle la LS4 et on a des configurations figées. Donc typiquement, on a une, machine LS4P. Donc ça, cette machine, elle est vraiment dédiée à la fabrication des composants horlogers. Donc c'est vraiment avec cette machine que vous serez capable de réaliser, le One OP dont on a parlé, Jean-Christophe l'a introduit et dont j'ai parlé juste après. On a ensuite une machine, qui s'appelle la Neo. Donc cette machine, elle est vraiment dédiée à la haute productivité et à l'usinage simultané. Donc c'est-à-dire que dans cette machine, on est capable d'usiner 2 pièces en même temps. Donc on va tirer parti de l'augmentation des puissances du laser et sur un footprint qui est plus réduit, on va être capable de produire 2 pièces en même temps. On a aussi, développé une machine qui est dédiée à la production des aiguilles et à la production en roll to roll. Donc on a cette capacité aussi. Donc ici, on s'est, associé avec l'entreprise, Humar Automation, basée à Delémont et donc cette entreprise, a travaillé avec nous pour fournir toute la partie enrouleur-dérouleur que vous voyez autour de la machine et nous, on va vraiment se concentrer sur la partie découpe, la partie maîtrise du process laser pour découper, des très bonnes aiguilles. Et donc, on est capable à ce moment-là de gérer toute la partie, enrouleur-dérouleur. On a aussi, une petite machine de table. Donc, cette machine, ben, elle est présente dans beaucoup de manufactures. Elle était historiquement, produite chez Laser Cheval. Donc, c'est vraiment une machine tabletop qui est vraiment dédiée au marquage des petits éléments, au gravage et à la soudure. Et donc, cette machine-là, bah, vous pouvez, graver des petits composants, ce genre de choses. Et enfin, on a une machine, plus modulaire pour tout ce qui est marquage, gravage, soudure. Donc cette machine, elle s'appelle la Quartz. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau de cette gamme machine, ce qui était intéressant, c'est que, bah, on a les machines, mais il est aussi important de pouvoir aller vers de la productivité. Et donc, au niveau de l'automation, on a aussi des compétences en interne et en externe, qui permettent d'accroître la productivité de nos machines. Donc je vais détailler tout ça. Donc typiquement, bah, sur la Quartz, vous avez, l'opportunité d'y ajouter, un chargeur de palette qui s'appelle le Géode et donc le Géode en fait, c'est le chargeur de palette qui permet sur une surface la plus réduite possible de charger un grand nombre de palettes et donc avec ça, on est, sans problème, on a l'opportunité sans problème de poursuivre, une production pendant tout un week-end, voire plus. Vous avez aussi, le même genre de chargeur de palette, mais qui a été réalisé sur une Neo. Ici, en fait, c'est un besoin un peu plus custom. Donc le client, il avait des magasins de chargeurs de palettes qu'il voulait qu'on intègre nous-mêmes dans la machine et donc on a développé autour de ce magasin-là, tout un chargeur de palettes spécifique. La troisième machine, donc vous voyez, c'est une machine dans laquelle on a intégré un robot. Donc pour diverses raisons, le client voulait que le robot soit intégré dans la machine et donc on a, en interne, développé cette composante qui permettait finalement de gérer de A à Z la partie production de la machine, incluant la partie robotique. Et enfin, on est, tout à fait, capable et on l'a déjà réalisé à plusieurs reprises de s'associer à divers partenaires. Donc on en a cité, certains comme Humar, Multimotif, Crévoisier et d'autres. Et donc il y a diverses machines avec, des cellules de palettisation, ou de robotisation qui sont faites par d'autres types de partenaires qui sont dans des manufactures ou, dans des sous-traitants, horlogers. Ce qui permet finalement d'avoir, dans la manufacture, une seule entreprise qui fait la partie, automatisation et nous, on vient avec la partie laser. Donc ça, c'est des choses, qu'on peut réaliser, sans problème. Je vais maintenant, repasser la parole à Jean-Christophe, qui va vous montrer quelques exemples de pièces. Oui, merci Thomas. En effet, je pense que c'est bien de passer par quelques exemples de pièces pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire chez l'ASEA de manière générale et pas seulement, en découpe, à flanc droit. On fait plein d'autres choses, dont, par exemple les couleurs, que vous voyez ici sur cette pièce en titane. Donc voilà, ici pour la partie gravage, marquage, donc différents types de matériaux, différents types de pièces qu'on retrouve dans le luxe, pas uniquement l'horlogerie. Bah,
par exemple, le gravage d'un fond en acier. Donc, on est venu faire différents types de textures, de gravures sur ce fond. On peut aussi faire des pièces cylindriques pour les stylos, par exemple, les instruments d'écriture. Donc, sur des pièces en or, par exemple, donc sur du précieux. Toute la partie joaillerie avec aussi le marquage, le gravage sur des bagues, par exemple. On peut aussi créer des couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur différents types de matériaux. Donc, typiquement, ça fonctionne très bien sur le titane, mais ici, on voit, ça fonctionne aussi sur le laiton. Donc, on est venu créer cette rosace avec différents types de couleurs. Une autre application qu'on rencontre souvent, donc sur la photo du milieu en dessous, c'est de la gravure blanche. Et donc, la gravure blanche, en fait, c'est pour remplacer l'attaque chimique qui est donc un procédé sale qu'on peut remplacer par le laser qui est propre, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ce qu'on fait, on va creuser la matière, on va créer cette gravure et on va venir appliquer ensuite une texture qui va donner cet effet blanc. Et donc ça permet de reproduire en fait ce qu'on obtient avec la gravure chimique donc traditionnelle. Ensuite, il y a la gravure profonde. Donc, dans le domaine du laser, quand on parle de profond, on est à quelques dixièmes de profondeur, où on peut à nouveau enlever de la matière, comme sur la pièce en inox que vous voyez en dessous à droite. Donc, sur la partie décoration, texturation, donc d'autres exemples de pièces. Donc, vous voyez une lunette sur laquelle on est venu reproduire en fait la structure de la surface de la Lune. Donc, c'est une pièce en inox et avec un mouvement d'axe particulier. Je ne vais pas aller dans le détail maintenant. On arrive à recréer à partir d'un fichier en niveau de gris, par exemple, on arrive à recréer ce genre de texture de Lune. Donc ensuite, au niveau des couleurs, donc les 2 pièces du milieu, c'est 2 pièces en titane. Ça fonctionne très bien parce on arrive à créer un oxyde de titane et en utilisant les bons paramètres, donc ceux que je vous expliquais tout à l'heure, sur les questions de fréquence d'énergie, de hatch pitch et autres, on arrive à obtenir certaines couleurs qu'on peut recréer comme ça. Il y a tout un panel de couleurs et ici, bon voilà, on a fait du bleu, on a fait du doré, du blanc, donc ça, c'est vraiment une application qui est vraiment, très sympa. Ensuite, de la décoration, sur des carrures. Donc ici, typiquement, des pièces en céramique. Comme je l'ai dit, la dureté n'est pas un souci pour le laser, donc ça fonctionne très bien dans ce genre de matériaux et donc on a pu créer, ce qu'on voit, sur les carrures et donc ce qu'on montre aussi, c'est pas que sur des pièces à plat. On peut aussi, sur des formes gauches, créer ce genre de texture. La pièce en dessous à gauche, c'est une pièce en laiton. Donc là, c'est une platine sur laquelle on est venu faire du sablage sélectif. Et donc l'intérêt, c'est de ne pas devoir sabler toute la pièce. Et on peut vraiment sélectionner précisément les zones où on veut venir réaliser le sablage. Et on pourrait même faire ça sur une pièce qui est déjà anglée, par exemple. On arrive à ne pas abîmer les anglages. Et donc ça permet de faire des choses qui ne sont pas forcément simples à réaliser par l'usinage traditionnel. Donc en dessous à droite, un autre type de gravure profonde, plus la décoration sur le pourtour, à nouveau sur un disque en laiton. Donc, quelques applications de décoration découpe. Donc, à nouveau de la céramique. On voit la dentelle qu'on peut obtenir sur la pièce au-dessus à gauche. Donc, on peut avoir de très très petits détails grâce à la taille de l'outil à nouveau, grâce au fait que la dureté n'est pas un souci et par rapport au fait qu'on ne touche pas le matériau, qu'il n'y a pas de contact mécanique. La pièce du milieu au-dessus, c'est une roue qui a été découpée et décorée. Donc ça, c'est typiquement le genre de décoration qu'on peut réaliser en one-op. Donc on rentre la matière brute à nouveau et on sort la pièce finie. Tout ce qui est applique, donc au niveau de découpe et aussi au niveau usinage des poches. Donc ça fonctionne très bien donc avec le laser en une seule opération. Le rubis, à nouveau, par rapport à la dureté, on peut réaliser la découpe, le perçage, la creusure. Donc ça, c'est vraiment des applications qui fonctionnent aussi très bien dans ce type de matériaux grâce à la précision du laser. De nouveau, la découpe d'index, par exemple, ou alors une masse oscillante en laiton où on a réalisé les découpes, les gravures et tout ça en une seule opération dans la machine. Donc voilà, un panel de pièces. C'est des pièces marketing qu'on a choisies évidemment par rapport aux soucis de confidentialité pour pouvoir les montrer sans problème. Mais si vous voulez, on peut vous les montrer en vrai, c'est une chose, mais aussi usiner des pièces pour vous, vos propres pièces.
Donc voilà pour la partie exemple de pièces. Donc, je vais repasser la main à Thibaut qui va vous expliquer un peu le parcours de Vulcam et comment la collaboration avec l'ASEA a débuté. Oui, merci Jean-Christophe. Je vais essayer d'être rapide. Donc comme je vous l'ai dit, donc on avait une vraie volonté chez Vulcam de proposer une vraie solution pour permettre aux industriels de tester la matière sur des pièces fonctionnelles sans avoir forcément des frais sur des outillages, des choses comme ça. Donc on voulait vraiment avoir des préformes génériques qu'on vient pouvoir venir usiner. Et à ce moment-là, on s'est mis en recherche d'une solution, sachant que sur nos alliages, on a deux problématiques. La première, ce sont des alliages qui sont relativement durs, hein. On parle d'alliages entre 500 et 800 HV, qui ont aussi une très forte élasticité, ce qui amène une certaine complexité dans l'usinage. Et la dernière contrainte, ça va être que sur un alliage amorphe, vous allez avoir une contrainte au niveau de la température. Si vous venez faire un usinage qui est mal géré, vous allez monter la matière en température et globalement, quand vous allez commencer à passer sur des zones chaudes au-dessus des 300, 350 degrés pendant un certain temps, vous avez un vrai risque de cristallisation de la matière. Donc la matière vient chercher à se réordonner et à ce moment-là, on va perdre tous les bénéfices de la structure amorphe. Donc ce qui fait qu'on avait un cahier des charges qui était simple. On devait être capable d'usiner une matière très dure et fortement élastique qui ne va pas amener la moindre réchauffement en termes de température. Et pour ça, on a mené une étude de marché sur les différents moyens qui étaient disponibles. Et c'est lors de cette étude de marché, notamment, qu'on a rencontré la ZEA. Et c'est à partir de là que tout a commencé, parce qu'effectivement, il y a besoin de gérer les paramètres laser lorsqu'on vient produire sur cette nouvelle matière. Et nous, on a trouvé avec la ZEA un vrai partenaire. On a pu envoyer des pièces, envoyer notre matière. On a pu travailler conjointement à établir ces paramètres de découpe laser pour pouvoir assurer notamment les découpes droites, et pour pouvoir assurer on était aussi très intéressé par cette solution de OneOP en une seule opération. Nous, en tant que sous-traitants et fabricants de composants, c'est quelque chose qui entrait très bien dans notre chaîne de fabrication. Et à force de temps, donc on a pu valider les paramètres qui conviennent bien à nos alliages, assurer un grand niveau de précision tout en respectant la qualité métallurgique et sans aucune altération. Donc aujourd'hui, ça a été validé au travers du travail conjoint qu'on a mené avec la ZEA. Ça a amené à l'acquisition par Vulcam d'une machine LASEA. Donc on a investi dans une LS4P qui a été mise en service en septembre. Et depuis septembre qu'elle est en service, globalement, elle tourne sur des productions pour justement permettre aux gens de tester la matière, de voir le bénéfice technique qu'elle apporte et ensuite de discuter un peu plus en amont pour voir comment on peut monter en cadence et assurer une production série sur ces composants-là. Très bien. Merci Thibaut. Donc, Heu, oui, ah, pardon. oui, fini, j'avais des questions, on a des questions donc je me En fait, permets. c'était juste le dernier slide, parce que je suis bien conscient qu'on a un peu dérapé, donc je vais juste le parcourir en vitesse. Ça, c'est les coordonnées, en fait, si jamais vous voulez discuter plus en détail, parce qu'évidemment, le temps est limité ici. Voilà les coordonnées. On peut vous faire des présentations détaillées, on peut vous montrer des pièces, on peut organiser des webinaires privés aussi. Donc, si vous avez un sujet en particulier qui concerne le laser, évidemment, que vous voulez discuter au sein de votre manufacture, de votre société, de votre groupe, on peut organiser ça. On peut, donc, je l'ai dit, faire des tests de faisabilité, discuter de projets machines, de sous-traitance et autres. Donc voilà, n'hésitez pas et on pourra prendre le temps un peu plus que maintenant pour en discuter. Et du côté Vulcam, je pense que Thibaut l'a expliqué, hein, donc voilà, c'est aussi des choses qu'on peut discuter avec vous plus en détail lors Voilà, du effectivement, on a un catalogue de préformes pour pouvoir tester, pour pouvoir mettre pas forcément une pièce fonctionnelle, mais juste avoir une préforme dans la main. C'est des choses qui sont possibles et ça, c'est disponible sur notre site web où vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir le catalogue de préformes et les fiches techniques de nos alliages. Et donc, je souligne juste qu'il y a un nouveau site web, l'ASEA, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez aller voir, c'est lasea.com. Donc voilà, on en a terminé pour la présentation. Donc Valérie, désolé, je t'ai coupé, Pas de mais souci.
S'il y a des questions, voilà, c'est le bon Pas slide. de souci. Effectivement, on a dépassé un peu, mais le sujet est très intéressant et très dense, donc c'est pas toujours évident de tout condenser en 45 minutes. Donc on va tout de suite passer aux questions. Je vous rappelle, vous pouvez les mettre dans le questions-réponses ou dans le chat. Une première question de Benoît: quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour, régler ces machines laser, pour pouvoir travailler avec? Donc, il y a pas de compétences vraiment, particulières dans le sens où il y a pas besoin d'avoir un doctorat, pour faire fonctionner, ces machines. C'est vrai qu'à première vue, ça peut faire peur quand on parle de laser, de lumière, de modules optiques, mais on a tout fait en fait pour que le logiciel de la machine soit le plus simple possible à être utilisé et donc on a développé aussi, on a nos propres développeurs soft en interne qui développent nos logiciels basés sur l'expérience, des clients, le retour des clients et donc, je dirais, il y a plusieurs profils, en fait, dans les personnes qui utilisent nos machines. Il y a, par exemple, des gens qui sont opérateurs machine aujourd'hui, mais pas forcément sur du laser, qui travaillent sur, je sais pas moi, du fraisage, électroérosion ou autre. Et nous, alors, on les accompagne, on les forme, on reprend même les bases, de l'interaction laser-matière pour qu'au final, bah, ça soit, simple pour eux d'utiliser les machines. Donc l'avantage avec ce profil-là, évidemment, bah, c'est qu'ils savent ce que c'est un micron, ils savent quelles sont, les contraintes, les points, auxquels faire attention, pour obtenir les qualités horlogères et donc ça, en général, ça se passe très bien. Après, on a d'autres, types de profils aussi, en effet, où, peut-être plus dans des centres de recherche ou autres, où, il y a vraiment des gens qui sont, profils, ingénieurs ou même docteurs et qui font de la recherche, sur, les procédés laser, et là, ça va un peu plus loin. Mais voilà, c'est pas, nécessaire pour dans le cas qui nous concerne ici, la fabrication de pièces horlogères, en général, ce sont des opérateurs machines qui sont formés par l'ASEA. Très bien. J'ai une question de Damien. Où peut-on trouver des informations, de machines et d'exemples de pièces concernant le tournage et le fraisage? Donc, en effet, c'est une bonne question. Donc on a, développé, récemment, la partie, décolletage, laser et donc, bah, l'avantage du décolletage laser, c'est de pouvoir, usiner aussi des matériaux durs, heu et pas seulement le fait qu'ils soient durs, mais surtout le fait qu'ils soient amagnétiques aussi et notamment, des Vulcaloy et donc ça, on n'en a pas parlé ici parce qu'à nouveau le temps, est limité, on ne peut pas parler de tout. Et donc, pour répondre à la question concrètement, je pense que si quelqu'un a, des applications, de décolletage, et sur lesquelles il voudrait, un peu plus, aller en détail, beh, il peut nous contacter et nous, on discutera. On pourrait même montrer des exemples de pièces. On a pas mal travaillé sur des axes de balancier, par exemple, on a fait vraiment des choses sympas et on pourrait en discuter plus en détail, lors d'une visite, d'un Teams, d'un téléphone, on peut discuter de ça sans problème. OK, parfait, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que la conception des pièces est différente s'il est prévu d'utiliser la technologie laser pour usiner? Donc en fait, nous, en général, on part de fichiers, DXF quand c'est des pièces, à plat et bah, là, tout ce qu'il faut, c'est le fichier, DXF, de base qui est bien, construit et ça l'avantage faire, c'est simple à utiliser dans le sens où on importe un piquet, on développe ensuite les paramètres ladder qui sont propres au matériau. Donc, si on usine un Durnico ou, un laiton, bah, ce ne sera pas les mêmes paramètres. Mais vu que dans l'horlogerie, bah, en général, ce sont les mêmes, types de matériaux qui reviennent régulièrement, bah, c'est relativement simple au niveau des paramètres laser, parce qu'ils sont déjà connus et développés pour tel ou tel, matériau. En plus de ça, nous, on travaille aussi au développement, d'outils qui permettent d'aider, les opérateurs un peu comme ce qui se fait dans l'électroérosion depuis déjà des dizaines d'années, où on dit: «Bah, moi, je veux ça comme type de pièce, je veux ça comme précision», et la machine, bah, déjà, il y a tout un parcours, en fait, qui permet de définir et d'aider l'opérateur à trouver les bons paramètres pour arriver à cette qualité-là. Donc voilà, c'est justement simple, de mon point de vue, de pouvoir partir d'un fichier, DXF et donc voilà. Encore une question de Guillaume, cette technologie progresse encore tout cette pro la excusez-moi. Cette technologie progresse encore pour des applications de précision. Comment tenez-vous les pièces découpées? Vous utilisez une couche sacrificielle qui retient les pièces découpées? Donc c'est une bonne question, aussi. Donc
C'est vrai, pour répondre à la première partie, l'usinage laser, évolue quand même beaucoup parce que, l'air de rien, le micro-usinage laser, c'est relativement récent. Donc il y a encore une grande marge, de progression, je vais y arriver, sur l'usinage laser et c'est notamment la puissance des lasers qui augmente au fur et à mesure. Là où il y a, allez, je veux dire, 10-12 ans, on parlait de 5 watts femtosecondes. Aujourd'hui, on a des sources industrielles avec 120 watts. Donc, je veux dire, c'est vraiment une grosse évolution par rapport à d'autres technos qui sont peut-être arrivés à certaines limites, physiques. Par contre, on ne peut pas forcément utiliser toute cette puissance pour usiner une pièce. Donc dans le sens où si on met toute cette puissance, on ne va pas aller plus vite, pour diverses raisons. On va simplement échauffer la matière, ce qu'on ne veut pas. Et donc là, du coup, c'est le travail des intégrateurs laser, machines laser comme, ce que nous sommes, de développer des systèmes qui permettent, par exemple, de diviser le faisceau en 2 pour usiner 2 pièces en même temps ou de développer des systèmes, de scanners qui vont plus vite et qui permettent de diminuer le temps de cycle. Donc ça, c'est vraiment l'évolution qui est en cours dans la techno, laser. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, sur la découpe, en fait, ce qu'on fait, on a un système, qui permet, par le vide, de maintenir les pièces en place. Donc ça veut dire que, en gros, schématiquement et rapidement, on va d'abord, découper la pièce, on va la libérer, donc on va faire une tranchée qui va, libérer la pièce et il faut que cette pièce soit maintenue en position pour pouvoir ensuite faire les passes de finition qui vont permettre de réduire la conicité, donc d'avoir 0 degré là où il y a une conicité naturelle et aussi d'améliorer l'état de surface et la précision de la pièce. Donc, on débouche, on maintient la pièce en place par le vide et on fait les passes de finition par la suite. Et donc nous, on fournit les machines, mais aussi le posage qui peut être adapté à ce genre d'application de découpe, pour ne pas que ça soit, compliqué pour nos clients. On fournit le posage aussi avec la machine. On a une question assez intéressante aussi, peut-on texturiser un élément sphérique? Donc oui, on a, une sphère complète, il faut, regarder un peu les caractéristiques, mais comme je l'ai dit, par exemple sur les carrures, on a, la possibilité d'usiner, des pièces, qui ont une forme gauche. Donc on peut même dans certains cas travailler avec la pièce à plat grâce à un système optique, un module optique qui va pouvoir bouger, le point de focalisation. Donc le Z, on va pouvoir le bouger optiquement sans forcément bouger les axes mécaniques et suivent une courbe, gauche. Donc après, si c'est une sphère, complète, donc ça, il faut qu'on regarde un peu par rapport, au diamètre de la sphère, par rapport aux caractéristiques, il faut qu'on regarde exactement l'application. Mais on a des possibilités, comme je l'ai dit, d'usiner des pièces qui ne sont pas à plat, oui. Très bien, peut-être une dernière question, que devient la matière retirée lors de l'usinage? Donc la matière, elle est sublimée, donc elle passe de l'état solide à l'état gazeux et il y a une buse d'aspiration qui est située juste dans la zone, d'usinage au plus proche, qui va aspirer les micro, particules qui sont produites, par l'usinage et donc on a un aspirateur qui est à côté donc de la machine, dans lequel il y a des filtres et on va récupérer cette matière dans les filtres qui sont utilisés justement pour ça. Et ce qui est bien, c'est que dans le domaine du luxe et de l'horlogerie, bah, on usine souvent du précieux. Et donc là, on a des systèmes spécifiques qui permettent de récupérer le précieux après. Et donc c'est simplement, l'idée, c'est de récupérer les précieux dans le filtre et de brûler le filtre ensuite pour pouvoir récupérer. Et donc c'est sûr, quand on voit le prix de l'or aujourd'hui, si on a une machine qui tourne en production 7 jours par semaine et qui tourne 24 heures sur 24, bah, ça fait de grosses quantités, d'or ou autre et là, c'est important de pouvoir récupérer cette matière et donc c'est grâce au système d'aspiration qu'on la récupère. Très bien. Alors une toute dernière parce que là, on est déjà à 13h02. Ouais. Allez, David nous demande la rugosité d'une découpe de dents. Donc au niveau de la rugosité, bah, ça va dépendre un peu, c'est toujours le compromis entre temps de cycle, qualité. Donc évidemment, si on va aller très vite, l'état de surface, il sera peut-être pas, exceptionnel. Mais par contre, si on y passe un peu de temps et qu'on fait les passes de finition, qu'il faut, on arrive à obtenir des états de surface de l'ordre en RA de 0,15-0,20, microns. Ouais, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions.
Il est 13h02 exactement. Donc, on va gentiment mettre fin à ce webinaire. Encore une fois, je vous remercie à tous et toutes de votre participation. Grand merci, aussi à Thibaut, à Jean-Christophe pour cette présentation qui était vraiment, très complète et très très intense. Ouais, il y avait beaucoup de choses à voir. Hem je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes, puisque c'était le dernier webinaire de cette année et on se réjouit, toute l'équipe de JobWatch se réjouit déjà de vous revoir l'année prochaine pour, des prochains webinaires, parce qu'il y en aura d'autres qui sont déjà prévus et puis, vous allez recevoir d'ici quelques jours, certainement d'ici la fin de la semaine, le replay de cette, présentation que vous pourrez encore consulter. Et les contacts de nos intervenants. Comme ça, si vous avez d'autres questions plus précises, vous pourrez directement les contacter. Et comme d'habitude, je vous invite à rejoindre, la communauté, JobWatch sur les réseaux sociaux pour continuer à prendre le pouls de cette industrie qui est magnifique, en Suisse. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Valérie, Merci à vous. merci à tous Avec et plaisir. comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de venir discuter des projets laser, avec vous. Super, Merci merci beaucoup, beaucoup. bonne journée. Allez, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.